Je crois que l'hélicoptère n'échappe pas à l'analyse de la genèse de tous les vecteurs. Le vecteur étant le moyen qui permet à l'homme d'aller d'un point A à un point B plus vite, plus lourd, et s'ils sont plusieurs, plus nombreux. C'était le cas du cheval, le cas du bateau, c'était le cas de la voiture, c'était le cas de l'avion, et c'est le cas de l'hélicoptère. De quoi s'agit-il? Comme on va plus loin, c'est une fonction logistique. Et puis on découvre au bout qu'il y a une menace. Donc apparaît la fonction de reconnaissance. Et comme cette menace se précise, apparaît une fonction de défense et d'attaque. Et comme la défense et l'attaque créent des problèmes, il faut de la logistique pour faire venir les renforts, les munitions derrière et faire revenir les blessés et les morts. Ce sont toutes les fonctions auxquelles n'ont échappé aucun vecteur. Vecteurs particuliers évoluant à la lisière de l'aérien et du terrestre, au-dessus des arbres et au-dessous des nuages, l'hélicoptère ne se rattache au sortir de la Seconde Guerre mondiale à aucun registre d'action éprouvé et répertorié jusqu'alors. Son adoption au plus près des opérations, qui n'était en rien évidente, dépendra du prosélytisme vigoureux de personnages charismatiques ayant compris, avant l'heure, le potentiel réel de cet objet volant encore mal identifié. L'hélicoptère a fait ses premiers vols dans les armées, au profit de l'armée de terre et en particulier en Indochine, dans des missions de secours au profit des blessés du corps expéditionnaire français qui était engagé là-bas. Ces missions s'effectuaient avec des hélicoptères légers, monorotors, à rotor anti-couple, américains de type Hilaire. Ils étaient pilotés en particulier par une femme, Valérie André, médecin-capitaine, qui apportait assistance à 160 personnes, 160 militaires blessés en Indochine. On peut donc penser qu'elle a sauvé la vie à ces 165 soldats. Donc vous avez ici l'appareil, un appareil fameux, puisque c'est l'appareil qui a été piloté en Indochine par la capitaine Valérie André, maintenant général Valérie André. Cet Hilaire qui est, si vous voulez, c'est le cousin du Bell, mais à l'époque il est moins puissant et il est moins cher. Et donc comme les moyens de la France à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, au moment du conflit indo-chinois, sont limités, eh bien on a acheté ce qu'il y avait de moins cher, mais qui est quand même une bonne machine, puisqu'elle a fait toute la campagne d'Indochine. Donc un moteur 170 chevaux, et qui permet de transporter 2 ou 3 personnes, ou le pilote seul, et puis 1 ou 2 blessés en fonction de la taille du blessé. Et c'est la capitaine Valérie André, qui était médecin-capitaine et parachutiste, qui a trouvé que l'hélicoptère était un moyen, qui a convaincu le commandant que l'hélicoptère était le moyen moderne pour transporter les blessés sur un théâtre d'opération difficile. Les états de service retentissants du médecin-capitaine Valérie André en matière d'évacuation sanitaire constituent une première application opérationnelle où l'efficacité de l'hélicoptère s'impose à tous, grâce à sa rapidité d'action et sa capacité à se poser en tout lieu. La fin du conflit indo-chinois et l'adoption de modèles américains Sikorsky H-19 à grande capacité d'emport va permettre à l'hélicoptère, lors de la guerre d'Algérie, de donner la pleine mesure de ses capacités en matière de transport de troupes. Bon, il est sûr que lorsqu'une unité fait essayer de faire un coup d'embuscade sur un convoi ou chose comme ça, sitôt le coup fait, elle disparaissait. C'est une évidence, si vous voulez. Maintenant, la plupart du temps, pour nous, armée française, notre objectif était d'avoir un renseignement pour une nature ou une origine quelconque. Peut être soit un renseignement d'habitants, soit peut-être parce que l'aviation avait repéré quelque chose, soit peut-être parce que, tenez, une embuscade s'est produite. Bon, si une embuscade s'est produite à un point A, à tel moment, à telle heure, on sait donc qu'il y a du monde dans ce coin. Donc, nous, l'armée française, était la mission de se précipiter sur les lieux et pour saisir et détruire la bande, ou la Ferka, ou la Katibat qui venait de se manifester. Et c'est là que l'hélicoptère va intervenir et trouver toute son efficience. Parce que
le fel de base, bon, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un combattant rustique. Bon, c'est un marcheur. Bon, l'homme du Djebel, il n'a pas de voiture. Il marche à pied. Ou il trotte éventuellement derrière le bourricot. Bon, donc par conséquent, c'est un gars qui marche bien. Le fantassin français, bah, c'est un fantassin qui marche à pied. Mais la plupart du temps, le fel à la marche-pied court plus vite que lui. Et c'est là que l'hélicoptère intervient. L'hélicoptère apporte l'élément de rapidité ou de manœuvre qui n'aurait pas simplement par une mise en place à pied. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, dans son ensemble, partout, mais c'est quand même un pays montagneux. C'est un pays de Djebel, c'est pas les Alpes. Bon, le plus haut sommet, le Chélia, il a 2200, etc. Mais c'est des sommets qui, par rapport au plateau ou à la plaine environ, s'élèvent de 1200 mètres. Bon. Si une bande a été repérée dans tel Djebel, ben, il faut y monter sur ce Djebel. Bon, vous connaissez les règles de l'alpinisme, 300 mètres à l'heure en montagne. Bon, nous arrivions, c'est dans les unités paralégion, on était super entraînés, etc. Et puis on s'efforçait de ne pas être trop lourd au point de vue matériel. On arrivait, c'était exceptionnel, à faire des 600 mètres à l'heure. Bon, et enfin, si vous étiez au niveau du plateau ou de la plaine, j'y reviens, pour monter sur la crête pour dominer l'adversaire, s'il y a 1200 mètres de dénivelé à gravir, il faut 3 ou 4 heures. Vous êtes d'accord avec moi? L'hélicoptère, vous faites ça en quelques minutes. Vous faites ça en quelques minutes, et puis, si l'endroit où vous êtes posé ne convient pas, l'hélicoptère vous reprend et va vous poser 1 kilomètre plus loin. Donc, sur le plan de la guerre d'Algérie, ce qu'il faut bien voir, au plan stratégique, les barrages apportent l'élément essentiel, ils cloisonnent le terrain. L'hélicoptère, lui, plus encore que l'artillerie ou l'aviation, parce que l'artillerie dans des éboulis rocheux, ça ne fait pas grand-chose. Bon. Mais l'hélicoptère est, sur le plan tactique, le moyen qui a bouleversé la guerre d'Algérie, qui a aidé les barrages. C'est le premier élément qui permet de gagner la guerre d'Algérie, et l'hélicoptère est le deuxième moyen qu'il permet. Car il permet d'apporter rapidement, sans fatigue, et un peu partout, parce qu'on peut se poser partout. Pratiquement, un hélicoptère se pose à peu près partout, ou reste tout au moins stationnaire. Non, des combattants, et il le pose au plus près de l'adversaire. Doté dès l'origine d'un potentiel inégalé pour solutionner les problèmes de distance et de dénivelé, l'hélicoptère requiert encore à l'époque une doctrine d'emploi aboutie permettant de l'intégrer pleinement avec l'ensemble des différents acteurs sur les théâtres d'opération où il est amené à intervenir. On avait, disons, ces fameux officiers qui avaient donc fait la fin de la guerre d'Indochine, c'est-à-dire Dien Bien Phu, Massu, Bijard, Ducasse, Touré, Château-Jobert. Donc c'était des officiers qui savaient emmener leurs troupes au combat. Hein. C'était des gens qui étaient qui participaient au combat aussi. Hein. Ils étaient sur le tas. Ils n'étaient pas dans un petit coin commander les gens en disant on est tranquille là, on prendra rien. Non, c'était les gens qui étaient sur place, quoi. Hein. C'était des gens qui nous emmenaient au combat. Hein. Parmi ces grands noms, un homme à l'esprit hors norme et à la personnalité atypique va élargir le répertoire d'action de l'hélicoptère bien au-delà des limites auxquelles on l'avait jusque-là cantonné. Et on nous a dit qu'il y avait un changement qui allait se passer. Et puis il arrive un bonhomme totalement différent des autres.
au lieu d'être en jaspé avec le képi, avec les gants ou des trucs comme ça, pop, on voit un loulou qui arrive en tenue bariolée, avec une casquette, et puis on nous dit que c'est lui qui va faire, il va prendre le commandement du secteur. Bijard, c'est un surhomme. C'est un gars, au point de vue combat, il savait ce qu'il faisait, il savait où il allait, il n'y avait pas de problème, il n'envoyait pas des mecs à la mort, c'était pas le mec à l'assaut comme en 14, mais il savait mener ses hommes. En plus de ça, c'était un meneur d'hommes. Et il a fait beaucoup de choses, grâce à lui, on a obtenu pas mal de choses dans l'armée. Un exemple tout simple, on avait des pantalons, l'intendant, vous savez, comme dans l'armée française, c'était toujours pareil, il y a des trucs pour... Eh bien, il faisait retailler les pantalons de tous ces mecs. C'est-à-dire les Bijard Boys, ils avaient des pantalons bien serrés, tout ça, que ça moulait, mais ils avaient de la gueule. Oh, alors là c'était... Oui, on était transfigurés, on était transformés par ce bonhomme. C'est un gars qui... comment dire, avait toujours une longueur d'avance sur les autres. Sur le plan combat, tout ça, les hélicoptères, prenez par exemple les hélicoptères, c'est lui qui a su manier cette chose-là comme ça. Pour lui, un hélicoptère, c'était pas un moyen de transport, c'était un moyen d'assaut. C'est ça toute la différence. Les autres, ils prenaient l'hélicoptère pour transporter d'un point à un autre, et puis c'était tout terminé, pour évacuer les blessés, pour transporter du matériel, voire pour balader des gens, etc. Mais pour lui, c'était pas ça. Un hélicoptère, ça devait servir à faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il s'est lancé là-dedans, et ça a très bien marché. La preuve. Avant d'être au 3e RPC du colonel Bijard, j'ai servi au 2e du colonel Château-Jobert, qui ne savait pas se servir d'hélicoptère. Il se servait d'eux comme d'un simple autobus. Et la première opération héliportée à laquelle j'ai assisté, c'était le 6 avril 1956, à Intelligence, c'est-à-dire dans le sud constantinois. Ces hélicoptères n'étant pas renseignés, n'étant pas protégés, sont arrivés à 9. Il y en avait 3 de la marine, 3 de l'armée de l'air et 3 de l'armée de terre. Au bout d'1 heure, 7 étaient hors d'usage par les tirs des félots. Pourquoi? Parce que la fonction de reconnaissance n'avait pas été assurée et parce qu'ils n'avaient pas au-dessus d'eux une fonction de protection. C'est ce que Bijard a inventé. Bijard a été le premier à faire des opérations vraiment héliportées, c'est-à-dire d'obliger les hélicoptères légers à faire des hippodromes autour des zones de posée, et au besoin d'ouvrir le feu pour dissuader l'adversaire avant de prendre le risque de poser l'hélicoptère. Cette fonction ayant été solennalisée, je peux dire, les hélicoptéristes ont inventé ce qu'on appelait le pirate, c'est-à-dire un Sikorsky H-34 armé de mitrailleuses, qui orbitait sans arrêt autour et qui tirait a priori sur tout ce qui bougeait. Ça facilitait grandement les héliportages. Il n'y avait rien de pire pour un pilote de se poser en zone inconnue et risquée. Le pirate a apporté beaucoup. Donc, fonction d'attaque et défense. Après la fonction de reconnaissance et après la fonction logistique. Donc, on a vu cette genèse du vecteur que je vous ai indiqué. Et peu à peu, Bijard est devenu un expert dans cette affaire-là. En particulier, ça m'a fortement marqué. En novembre 1957, je suis donc au 3 du colonel Bijard et nous sommes aérotransportés d'urgence à Colombéchard parce que les Félagas ont coupé en morceaux, au sens strict du terme, 6 ingénieurs pétroliers qui, dans le sud, faisaient de la recherche de pétrole. La bourse ayant chuté immédiatement, le gouvernement s'est affolé, on a demandé au général Bassu, lequel a dédié tout de suite le colonel Bijard pour y aller, et nous sommes arrivés à Tibiboun, d'abord en observant, en crapahutant un peu partout, et c'est là que le colonel Bijard a retrouvé son ami d'Indochine,
un colonel de l'armée de l'air qui s'appelait Félix Brulé. C'est le premier aviateur qui a compris tout de suite l'intérêt qu'il y avait d'utiliser les hélicoptères. À eux deux, ils ont échafaudé des plans qu'aujourd'hui le commandement ne se permettrait pas. Là, je fais appel à l'imagination du colonel Bijard. Bijard était un être exceptionnel, d'une imagination tactique tout à fait invraisemblable. Je prends un exemple dans un autre ordre d'idées, l'utilisation de l'artillerie en Indochine. Les Viettes savaient très bien que le 105, le canon de 105, porté à 15 km, de sorte qu'ils poursuivaient les forces françaises dans leur retrait jusqu'à un rayon de 15 km. Après quoi, ils s'arrêtaient naturellement. Lorsque les 155 sont arrivés en Indochine, discrètement, secrètement, Bijard immédiatement demandé à en avoir le bénéfice. Il a fait la même course, mais la portée était de 20 km. Donc il a fait la même course de retrait et les Viettes ont été écrasés par l'artillerie sans agrès. Donc il a fait la même chose en hélicoptère. En hélicoptère, nous avions à l'époque des H-34 Sikorsky dont la portée avec les pleins et tout le monde à bord, en moyenne, suivant l'altitude et la température, était de l'ordre de 100 km. Ce qui faisait donc 50 km aller-retour. Les Fénégal le savaient très bien. Donc il restait en dehors d'une portée de 50 km. Là, avec Brulé, il a dit, on va aller les chercher à 60 km et les hélicoptères se poseront le long d'un axe lorsqu'ils tomberont les uns les autres en panne d'essence. Et nous avons des films où les GMC remorquent les Sikorsky qui tombent en panne les uns après les autres. Vous voyez l'audace, l'imagination de l'utilisation des hélicoptères. Et là, j'en reviens encore une fois à cette création de Bijard qui a découvert vraiment en Algérie et mis en place la fonction de reconnaissance de l'hélicoptère, la fonction de protection des hélicoptères, la protection des gens héliportés, l'appui et la fonction logistique. Évacuation des blessés, apport des renforts en hommes et les renforts en moyens de munitions, de carburant, de médicaments, etc. Voilà. Mais il est sûr, monsieur, qu'un certain nombre de colonels que j'ai évoqués, par-delà Bijard, Jean-Pierre, Buchou, que bien d'autres, je pense par exemple à mon colonel commandait le 2e REP, de Vim ou un Meyer au 1er RCP, sont des gens qui ont fait évoluer, parce que tout ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Il a fallu l'organiser, le penser. Ce groupement d'hélicoptères utilisé, non pas un hélicoptère, mais on a utilisé 6, reconnaître les zones où on allait poser, les baliser, faire assurer l'appui de feu, etc., etc. Tout ça, ce sont des gens qui avaient la cervelle qui fonctionnait, et puis qui avaient une expérience de soldats, qui ont permis la manœuvre à l'héliportée, elle ne vient pas des grands états-majors à Alger ou à Constantine, elle vient du terrain. Elle s'est créée sur le terrain. Nous-mêmes, à nos modestes échelons, c'est là que progressivement, on a mis sur pied. Tout à l'heure, je vous montrais un plan d'embarquement d'hélicoptères. Personne ne nous l'a appris dans les écoles. Ça, on l'a mis sur pied. De même qu'on a réalisé qu'il fallait, au moment des posées, que très vite, eh bien, parmi les gens amenés au sel, soient amenés tout de suite des moyens radio, de façon à pouvoir assurer la liaison, radio bien sûr, quelle que soit l'évolution de la situation. Donc, là, il y a eu un travail intellectuel qui s'est produit à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au début, sur hélicoptère, on faisait surtout des missions d'évacuation sanitaire et de transport d'autorité. Et puis finalement, un beau jour, on s'est aperçu qu'on pouvait faire d'autres choses avec notre petit hélicoptère. Je reviens sur la désignation, le Djinn, dans le sens où on survolait, on trouvait, et puis le temps que l'aviation ou les troupes amies arrivent, on ne faisait rien.
Et comme avec cet hélicoptère, on volait au ras des arbres, donc c'était pas aussi facile qu'on le pense de nous abattre, parce que si je prends l'exemple de l'avion, où on tournait en rond au-dessus de l'ennemi quand on l'avait trouvé pour le garder à vue, bon, on prenait à la limite plus de risques, puisque je me suis fait descendre en avion lors d'une opération de Bijard, alors qu'en hélicoptère, on s'est fait tirer dessus X fois et on a toujours passé à côté, parce que le fait est qu'on arrivait au ras des arbres, donc l'ennemi en dessous entendait le bruit, mais ne savait pas d'où on allait émerger, donc on passait à toute vitesse, on larguait notre fumigène, ou ce que nous avons fait ensuite, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un meilleur travail. Et j'ai un de mes camarades, la pilote, qui a commencé, c'est un ancien parachutiste, là. Et lui, un jour, voyant ça, il a commencé à éjecter la porte, et puis à se dire, mais on peut quand même faire autre chose. Et puis là, il a passé la carabine à l'observateur, et il a dit, allez-y, tirez en attendant. Chaque fois que je ferai un passage, vous tirez. Et puis on s'est rendu compte que c'est vrai qu'on pouvait faire un bon travail dans ce sens-là. Si bien qu'après, on partait avec le sac à casque dans lequel on mettait des grenades défensives. Et dès qu'on arrivait sur une petite troupe, évidemment, quand on tombait sur une katiba, je reconnais qu'on ne s'amusait pas à faire des choses comme ça, mais dès qu'on tombait sur des petites sections d'une trentaine d'individus, donc on opérait comme ça, et la carabine à l'observateur, on volait sans porte après, c'était devenu une règle, et d'un côté, moi, je balançais mes grenades tout en pilotant, ce qui n'est pas facile sur un jean, puisque les deux mains sont occupées, mais la preuve, on y arrivait, et l'observateur tirait la carabine. Si bien qu'on a réussi à avoir des résultats, puisque si je reprends le cas d'une de mes citations, donc là, on ne peut pas dire que c'est du baratin, puisque c'est écrit. Vous voyez, on s'aperçoit que tel jour, un rebelle de tuer, tel jour deux rebelles, tel jour, etc. Donc, ce qui confirme qu'on ne raconte pas n'importe quoi. On était très limité parce que ce malheureux hélicoptère déjà avait une autonomie qui était très faible, puisque je crois qu'il avait une autonomie, souvenir, ça devait être 2 heures, on utilisait 1h45 pour la sécurité. Donc vous voyez, on était obligé au bout d'une heure, 1h15, 1h30 maxi, d'aller refaire le plein, ce qui nous handicapait souvent parce qu'on tombait sur une bande. Au moment où tout était bien déclenché et tout, hop, plus de carburant, il fallait abandonner pour aller refaire les pleins. Mais on avait quand même une bonne organisation, parce que du fait de connaissant cette faiblesse, on avait quand même des dépôts de carburant un peu partout. Et dès qu'une unité sortait pour une opération qui était bien prévue à l'avance, le kérosène suivait, mais il fallait quand même se poser, faire le plein à la jerrycan, ou à la pompe Japy, ce qui demandait quand même un certain temps. Et lorsqu'on revenait sur l'opération, souvent, quand nous on avait découvert la bande, on revenait, ils s'étaient éclipsés, fini, on ne pouvait plus on avait du mal à les retrouver, dans la mesure où on les retrouvait. Donc c'est vrai, en plus, il y avait l'effet de la chaleur. La chaleur, on sait que c'était des turbines, donc plus il fait chaud, plus on perd de la puissance. Il y avait l'altitude, on travaillait quand même dans des régions qui étaient entre 800, 1000, 1200 mètres. Sans parler de lorsqu'on était du côté d'Ain-Sefra, où il y avait des pitons de 2000, 3000 mètres. J'ai plus exactement la mémoire des hauteurs des pitons, mais donc on avait quand même beaucoup ces handicaps-là. Donc la preuve, c'est qu'on a quand même eu pas mal de crash dans ce sens-là, que le pilote surpris par... et puis ça se terminait mal. Mais sinon, on arrivait en surveillant bien, en sentant bien son appareil, on arrivait, mais on a eu des surfroides quand même, hein, parce qu'on a eu des cas, surtout en évacuation sanitaire, avec 2 blessés dans les civières. On sortait d'une petite clairière où les arbres faisaient peut-être 2 mètres de haut, on arrivait au-dessus, on n'avait plus de puissance, plus de vitesse, plus rien, et là, les patins dans les branches, et puis tout doucement, on essayait de récupérer, et puis bon, ça se passait bien, tant mieux, ça se passait mal. Récoltant les fruits d'un parcours initiatique jalonné de drames et de victoires, les militaires français développent en Algérie une doctrine d'emploi de l'hélicoptère unique au monde, reposant sur une connaissance aboutie des atouts et caractéristiques de cet appareil. Il y a deux défauts majeurs à l'hélicoptère. Le fondamental étant sa vulnérabilité. Un hélicoptère, quel qu'il soit, est très vulnérable aux coups terrestres et aériens, et ne peut pas se défendre contre les coups terrestres et les coups aériens.
hein. Donc très vulnérable. Ça, on le sait, quel que soit le type d'hélico, c'est le même problème. Et il a fallu trouver des solutions pour arriver à survivre avec ce handicap, hein. Le deuxième handicap que je vois, c'est la faible permanence au combat, qui est liée au carburant, quoi, au ravitaillement nécessaire. Il faut savoir qu'un hélicoptère d'attaque anti-char n'a qu'une autonomie d'1h40. C'est très faible pour pouvoir avoir un contact efficace avec l'ennemi, parce qu'il faut quand même le déplacement, aller au contact, attendre quand même que l'ennemi rentre dans une nasse quelconque, hein, intervenir et dégager. Hein. Pour contrer cette affaire de faible permanence terrain, il y avait tout un système de noria qui a été inventé à partir de plots de campagne. C'est-à-dire, un plot de campagne, c'est un simple point de rendez-vous qui est authentifié, sur lesquels les hélicoptères de manœuvre amenaient kérosène et munitions, missiles, hein, et qui permettaient, par des systèmes de noria sur une escadrille, à 3 ou 4 patrouilles, le commandant unité envoyait 1 ou 2 patrouilles se ravitailler, en maintenant la permanence du contact avec 2 autres, hein, de façon à alterner et avoir un minimum de permanence constante en fonction de la nature de la mission, quoi. Voilà. Donc c'était un système qui, avec ces plots de campagne temporaires, qui permettait d'avoir une permanence terrain, quoi, minimale. Et voilà. Par rapport au pilotage... Voilà. Alors là, on en vient à la vulnérabilité de l'hélicoptère. Pour contrer cette vulnérabilité, il faut exploiter les qualités de l'hélico. Or, la qualité de l'hélicoptère, c'est sa maniabilité, sa rapidité, sa furtivité. Hein. Et pour exploiter au maximum ces qualités, qui permettaient de limiter la vulnérabilité par la discrétion, hein, tous les pilotes de combat, qu'ils soient dans les EHL, dans les EHA, etc., dans les EHM, tout le monde faisait des stages de spécialisation en vol tactique. Alors, le vol tactique, c'est un vol qui est proprement dit dans le terrain. C'est-à-dire qu'un hélicoptère, il va descendre un petit vallon, ou une petite gorge, un truc comme ça, et il va y descendre là-dedans, mais il ne va pas voler à 200. Là-dedans, il va descendre, il va être... le rotor, il va être à 5 mètres des arbres, même pas, et il va avancer à ce moment-là au pas de l'homme pratiquement. Mais seulement il sera planqué. Il sera au fond de Talweg, personne ne le verra. Là, par exemple, il est derrière les arbres là-bas, il va descendre dans le petit Talweg, et bien, on ne le verra plus. Mais plus on est dans le terrain, moins on va vite. C'est logique. Parce que on est dans le relief, donc il faut passer dans le relief. Le relief, il est en bas, il faut y aller. Les rotors, il ne faut pas qu'ils touchent, quoi. Donc s'ils touchent, on est foutu. Donc il faut y aller doucement et on progresse comme ça, tout doucement. Après, il y a un vol tactique plus rapide, hein, qui est au-dessus des obstacles. Là, je parlais du vol tactique vraiment dans le relief. Ça se fait vraiment pour aller au dernier moment rejoindre le poste d'observation qui a été prévu ou le poste de tir. C'est-à-dire qu'on a prévu se mettre à tel endroit pour faire un poste d'observation, un poste de tir. Donc l'hélico, avant d'y arriver, il va voler à 50 mètres sol par exemple, et au fur et à mesure qu'il va arriver près de l'objectif, il va descendre encore plus près, il va descendre les patins dans les arbres, comme on dit. Bon, c'est plus un pilotage plus fin, on va dire, et on utilise plus le terrain pour le camouflage. Voilà, pour l'esquive ou tout, on a toutes les missions, tout est prêt. On essaie de prévoir chaque fois sur une opération, il y a toujours l'esquive qui est prévue. Parce qu'on va intervenir sur un endroit, mais après qu'on a intervenu sur l'objectif, on fait quoi? Il faut aller à droite ou à gauche. Il faut le choisir au départ. Ça, il faut l'esquive, toujours préparer son esquive. Et dans les meilleures conditions, bien sûr. Si on a un Talweg qui part sur la gauche, eh bien on va prendre le Talweg pour s'esquiver. On sera planqué de suite.
C'est toute une technique qu'on utilise en France avec, comment dire, pour utiliser au meilleur profit quoi, de l'hélico, quoi. Dès qu'il y a une reconnaissance de zone faite par les troupes au sol, on envoie les hélicos qui déjà font de l'observation. Ils ne font pas que tourner en attente. Hein. Eux font leur travail d'observation et renseignent justement les troupes au sol. Parce qu'eux, ils ont les moyens thermiques, les moyens optiques, tout ça, des jumelles. C'est vrai que le Tigre, tout ça est bien équipé. Alors ça il fait également du travail de renseignement, le Tigre. Il ne fait pas que le travail d'appui. Et tout ça, c'est important, quoi. Donc tout ça, c'est ce qui fait que les troupes au sol, avec l'hélico, travaillent en permanence ensemble. Maintenant, on va dire, c'est la symbiose entre les troupes au sol et les hélicoptères, quoi. Par exemple, moi qui ai été affecté au premier hélicoptère de combat à Phalsbourg, on travaillait avec le 13e RDP ou avec le 1er régiment d'infanterie à Sarrebourg. Ils demandaient à telle période, tel truc, on voulait tel hélicoptère, tant de Puma pour... voilà, ce sont des opérations qui étaient une demande, un régiment demandait. Tandis que là, le premier paiement aujourd'hui à Bayonne a un groupe à sa disposition. D'accord. Et en vous référant à votre vécu, quelle est la plus-value de cette connivence entre le personnel navigant et le personnel au sol? Ah ben je dirais que ça amène une osmose à 99%, quoi. Aujourd'hui, je dirais la meilleure des choses, c'est que le lieutenant ou le capitaine qui part, qui est largué avec son groupe de combat, par des Pumas ou par d'autres hélicoptères, quoi, des Cougars, le lieutenant connaît le lieutenant. Le lieutenant qui pilote son Puma connaît le lieutenant qui va déposer, quoi. Et s'il y a un problème, ils se connaissent déjà par la voix, au niveau de la demande. S'ils ont besoin d'une intervention, s'ils ont besoin d'éléments supplémentaires, d'éléments sanitaires ou d'éléments, quels que soient les éléments, quoi. Il y a aujourd'hui une symbiose beaucoup plus proche, quoi, par rapport à avant, quoi. C'est-à-dire que la nature des opérations, l'intensité des opérations amène à un fonctionnement de type commando. C'est-à-dire on ne peut pas fonctionner de manière traditionnelle avec l'hélicoptère, c'est ce que vous avez fait l'air de dire. Entièrement. Il faut que les deux se connaissent. Et si vous prenez des troupes au débeauté comme ça en leur disant « Bon, ben toi, voici un hélicoptère, tu montes dedans, et puis vous allez faire telle action », c'est probablement voué à l'échec. L'hélicoptériste ne connaît pas les contraintes de la troupe qui l'emmène, et réciproquement. Il faut qu'il y ait une habitude de travail en commun, un langage. Ils arriveront sans doute à se comprendre, mais au bout de 3 heures, que de temps perdu, que de risques pris. Que de risques pris. Alors que si ces gens-là ont l'habitude de travailler ensemble, s'ils se voient en manœuvre régulièrement, physiquement ils se connaissent, les procédures ils les maîtrisent, bon, l'efficacité sera bien plus grande. Et ces conditions, on ne les rencontre que dans un nombre très limité d'unités, juste les forces spéciales? Absolument. Et rien d'autre? Aujourd'hui, les forces spéciales. Les forces spéciales, à l'époque, il y avait un régiment spécialisé qui était le 1er régiment d'infanterie, qui était un régiment aéromobile, c'était d'ailleurs son appellation. Et nous travaillions, nous, les régiments d'hélicoptères, régulièrement avec eux. Et on avait atteint un niveau de drill, si vous voulez, de compréhension réciproque tout à fait performant. Et voilà. C'est-à-dire que si nous devions, à l'heure actuelle, reproduire des opérations héliportées de masse, nous serions dans l'impossibilité d'y affecter des troupes correctement entraînées. Dans l'impossibilité, oui, en tout cas, on n'atteindrait pas d'emblée l'efficacité, ça c'est clair. Le renchérissement d'appareils toujours plus sophistiqués, ainsi que la perspective d'avoir à y ajouter des investissements conséquents pour y affecter des troupes spécialement entraînées, devient finalement au fil des années et des budgets de paix la principale menace pour un système d'armes dont l'efficacité n'est pourtant plus à démontrer. En fait, la question de fond que l'on peut se poser, c'est à quelles conditions
une armée budgétairement contrainte, comme elles le sont toutes aujourd'hui, à quelles conditions une armée peut bénéficier d'une flotte d'hélicoptères performante et à la mesure de ses moyens. Aujourd'hui, dans l'armée de terre française, le coût du maintien en condition des appareils, des hélicoptères, représente 45% du coût total du maintien en condition de l'armée de terre. C'est considérable. C'est considérable. Pour une armée de terre habituée à gérer des chars, des canons, des véhicules blindés, voir que près de la moitié de ces coûts de maintien en condition sont affectés aux seuls hélicoptères, c'est considérable. Et une armée de terre n'est pas habituée à des coûts de cet ordre-là. Culturellement, c'est très difficile à absorber. Donc il faut absolument arriver à maîtriser ces coûts de maintien en condition et les réduire autant que possible. Alors fort heureusement, la technique moderne vient à notre aide en la matière et on assiste à quelques évolutions tout à fait intéressantes. J'en citerai une ou deux. La première révolution qui touche l'hélicoptère, mais le monde aéronautique en général, c'est la surveillance, c'est le remplacement des pièces suivant leur état et non plus suivant leur âge. En aéronautique, on change les pièces systématiquement au bout d'un certain temps d'utilisation. La pièce en question est peut-être encore en très bon état de fonctionnement. Néanmoins, on la change pour des raisons de sécurité. Mais on dispose aujourd'hui de moyens qui permettent de vérifier l'état de la pièce en question et de ne la changer qu'autant que de besoin. Ça, c'est une révolution considérable. Dans le domaine des économies, il faut poursuivre dans deux voies essentielles. Il y en a d'autres, mais deux voies que je retiendrai. C'est la voie de la substitution et c'est la voie de la simulation. La substitution, c'est quoi? C'est faire sur des appareils qui coûtent moins cher à l'heure de vol la même chose ou presque que l'on fait sur des appareils d'armes. Exemple. La formation au vol aux instruments. Si l'on apprend à voler aux instruments sur un appareil du type Puma ou Cougar, le coût de l'heure de vol est X. Si cet apprentissage au vol aux instruments se fait sur un appareil du type écureuil, par exemple, le coût c'est X sur 3, pour un résultat du même ordre. Donc la substitution permet dans ce domaine du vol aux instruments de faire des économies. On peut aussi imaginer que l'apprentissage de ce qu'on appelle le vol tactique, c'est-à-dire le vol de combat entre les obstacles très près du sol, tel qu'on l'apprend dans nos écoles, que ce vol de combat ne se fait pas nécessairement et entièrement sur un appareil d'armes du type Tigre. On peut apprendre le vol de combat sur des gazelles et ensuite le transposer sur le Tigre. On substitue, là aussi, au Tigre la gazelle. Donc, première direction, la substitution. Deuxième voie d'économie, évidemment, ça va de soi, c'est la simulation. Aujourd'hui, les moyens de simulation dont on dispose sont d'un réalisme extraordinaire, que ce soit les simulateurs de pilotage ou que ce soit les simulateurs de combat. On peut aujourd'hui préparer les équipages au combat grâce à des simulateurs très élaborés et très efficaces qui permettent à l'équipage de travailler ses procédures, de travailler la mise en œuvre de son armement
de s'entraîner aux événements imprévus, qu'il s'agisse d'événements imprévus dus à des incidents mécaniques ou qu'il s'agisse d'événements plus guerriers, si je puis dire, sous forme d'intervention inopinée d'une menace. Donc ces appareils-là sont très au point aujourd'hui et très efficaces. On considère que l'on peut consacrer pratiquement entre les 2 tiers et la moitié de la formation à la simulation et ne réserver qu'1 tiers, grosso modo, aux heures de vol. Ce qui représente, compte tenu du coût de l'heure de vol d'un appareil d'armes, ce qui représente des économies substantielles. Avant, il faut savoir qu'un pilote faisait environ 25 heures de vol par mois, au niveau de son entraînement personnel. Maintenant, il n'en fait plus que pratiquement la moitié, et le reste sur simulateur. Mais sur un simulateur, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'en réel, avec un hélicoptère dans les mains. Et la plupart des pilotes qui s'entraînent en France, quand ils s'entraînent en France, ils ne sont pas du tout non plus dans des conditions d'emploi qui les amènera à servir en Afrique, dans les Balkans ou en Afghanistan. Donc là, il y a un savoir-faire qui n'est pas du tout présent. Ou à piloter que de nuit, comme j'ai appris que ça s'est passé pour l'intervention en Libye. Les gens ne sont pas forcément au top niveau en pilotage de nuit, avec jumelles, car ils le font que rarement en France. Donc il y aura un problème de compétence. Et là, je pense qu'avec des matériels de plus en plus sophistiqués et des gens de moins en moins entraînés, le rapport sur le moral devrait pouvoir signaler la déficience qui est due à ces réductions de budget, à cette utilisation, on va dire, trop intensive du personnel militaire par rapport à sa compétence. Un doute me prend quant à la possibilité de maintenir, dans le cadre d'un budget aux armées sans cesse revu à la baisse, la disponibilité d'un parc d'aéronefs sophistiqués et le maintien de capacités opérationnelles à leur plus haut niveau. J'ai hâte de prendre connaissance des moyens mis en œuvre par l'EALAT, l'école de l'aviation légère de l'armée de terre de Dax, pour solutionner cette délicate équation. L'école un peu à vocation européenne, puisqu'on a l'armée belge. On a un cours qui est dispensé intégralement en anglais, qui pourrait nous permettre d'intégrer éventuellement d'autres nations. Et très tôt, on a eu des services qui ont été externalisés sur la plateforme. L'alimentation est externalisée depuis un petit moment. Et là, le contrat CPE d'Helidax, c'est le premier contrat de ce type au niveau du ministère de la Défense. La société civile Helidax a été choisie par l'État en 2008 à l'issue du premier partenariat public-privé initié par le ministère de la Défense. Sa mission est de mettre à disposition et maintenir une flotte d'hélicoptères H-120 Colibri en remplacement des vieillissants hélicoptères Gazelle utilisés jusque-là. Les résultats parlent d'eux-mêmes, avec une disponibilité des appareils qui se situe aux alentours des 90%. Au regard des quelques stages qu'on a fait sur cet appareil, c'est un appareil qui répond exactement à ce à quoi il est destiné. Donc c'est un appareil nouvelle génération qui intègre notamment une avionique des appareils de nouvelle génération. Donc la transition que devront faire les stagiaires après sur leur appareil de service sera facilitée notamment par ce cockpit. En matière de dotation matérielle, tout du moins, l'école de Dax réussit donc à dépenser moins pour une flotte d'hélicoptères moins bruyante, plus performante et plus disponible que leurs devancières. Voilà, la devise de l'école, de la direction de la formation initiale, tout se joue dans les commencements. Voilà, ça c'est important pour nos pilotes et surtout pour nos moniteurs. Voilà, on a l'habitude de dire ici, on inscrit dans le disque dur de nos stagiaires des réflexes et des attitudes. Donc il faut qu'on soit parfait au niveau de la qualité de notre formation.
a des laboratoires d'anglais, parce que l'anglais dans l'aéronautique militaire prend une place vraiment très très importante. Donc là, nous avons croisé un stagiaire de l'armée de l'air, capitaine, qui était pilote de chasse il y a encore quelques mois, qui, pour des raisons de gestion des ressources humaines, est actuellement transformé sur hélicoptère. Voilà. D'accord. Hein, les cibles de nombre d'avions Rafale diminuant, hein, restrictions budgétaires. Donc l'armée de l'air est en train de reconvertir des pilotes de chasse sur hélico. Pour eux, le statut de l'hélicoptère a changé. Pour eux, c'est plus une dépréciation, une sorte de rétrogradation de passer sur l'hélico. Non, parce que quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, on a quand même des appareils qui sont engagés au cœur des opérations, voilà, en appui des troupes au sol ou en évacuation sanitaire. Donc il y a vraiment la côte d'amour entre guillemets de l'hélicoptère est largement remontée dans l'armée de l'air. Le point d'orgue de ma visite est l'essai d'un simulateur destiné à l'apprentissage des fondamentaux. D'aspect plutôt basique par rapport à ce que je découvrirai plus tard, il permet déjà d'avoir une idée de ce qu'il est possible de faire avec. Vous pouvez voir la capacité de restitution de mécanismes. Un mécanisme, par exemple, ce que j'ai fait là, le décollage, c'est un mécanisme. Le décollage, la recette de cuisine, que l'on voit en cours théorique, décortiqué avec tous les éléments de mécanique du vol, c'est 1. Je prends des repères, 2. J'assure mon stationnaire, 2. Je prends des repères, 3. Je fais une vérification de puissance que j'applique, on monte, on suit ces repères, je vais vous faire la séquence complète si vous voulez. Tac, voilà. Donc allez, j'applique ma puissance, j'assure la verticalité de montée, vous voyez j'ai un balayage de la tête qui doit se faire, je regarde à droite, je regarde dans l'axe, je regarde à droite, je regarde dans l'axe, je regarde à 180 degrés de la sécurité, j'infléchis ma trajectoire en prenant garde de ne pas amener le disque rotor jusqu'en dessous d'une certaine limite par rapport à l'horizon, ma vitesse s'incrémente et je garde une vitesse de montée positive, j'augmente ma puissance, j'arrive à 65 nœuds, j'affiche mon repère sur l'horizon et ça y est, je suis parti en décollage. Voilà, ma séquence a été complète. Donc ici, on peut la jouer, l'hélicoptère virtuel la réalise, la restitue de façon suffisamment probante pour pouvoir expliquer ça avec un stagiaire. Le stagiaire essaye, on arrête les éléments, on dit non, on reprend ça, on peut te conseiller, on peut vraiment façonner, et une fois que c'est dans la boîte, on emmène en vol réel et on applique sur une vraie machine. Je suis surpris de constater que malgré le fait que la cabine soit arrimée de manière strictement immobile au sol, le réalisme offert par le grand écran panoramique parvient à donner rapidement l'impression de tanguer librement au gré des commandes transmises à l'appareil. Je comprends que je commence à peine à réaliser le potentiel réel de cet outil controversé. Je crois que il y a deux domaines dans lesquels les progrès réalisés ont permis justement d'accéder au réalisme de la simulation. C'est d'abord les progrès de la visualisation. Voilà. Au début des simulateurs, on était enfermé dans une boîte sans aucune perception de l'extérieur, ce qui était assez traumatisant et pas très agréable et pas très réaliste. Et puis, petit à petit, les visualisations sont apparues et on fait des progrès de plus en plus sensibles jusqu'à être aujourd'hui de véritables copies de l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez dans un simulateur pratiquement une vision sur 360 degrés ou presque, voyez-vous. Depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, vous balayez votre regard et vous avez un paysage réel qui est sous vos yeux et qui se déplace en même temps que vous actionnez les commandes. Donc le domaine de la visualisation a connu des progrès extrêmement sensibles et concourt aujourd'hui au réalisme de la simulation. Le deuxième progrès qui a été fait, c'est là aussi la maîtrise des mouvements de la cabine de simulation. Aujourd'hui, un simulateur de pilotage se meut sur 6 axes. C'est-à-dire qu'il restitue tous les mouvements de l'appareil en vol, dans tous les axes. Bon, on n'en est pas arrivé là d'un seul coup. Au début, l'appareil, le simulateur était rigoureusement fixe. Je me souviens des premiers simulateurs de Puma, c'était des espèces de grands shelters
qui évidemment n'était pas du tout mobile. Bon, et puis après on a eu des 1, 2, 3 axes, 5 axes, 6 axes, bon voilà, jusqu'à obtenir aujourd'hui là aussi ce réalisme dans les mouvements de la cabine. Donc si vous ajoutez, et si vous combinez, et si vous coordonnez, vous synchronisez les mouvements de la machine et les mouvements de la visualisation, il est clair que vous obtenez un réalisme tout à fait intéressant. C'est à l'école de l'aviation légère de l'armée de terre du Canet-des-Maures, non plus consacrée à l'instruction de base, mais à l'apprentissage du combat, que je découvre qu'au-delà d'une simple prétention au réalisme, le simulateur permet de travailler une réalité augmentée de scénarios pour lesquels le stagiaire ne pourrait pas s'entraîner aux commandes d'un véritable appareil. Un simulateur tel que celui que vous avez derrière nous coûte à l'achat plus cher pratiquement qu'un hélicoptère. Mais c'est vrai que rentabilisé sur une année, ça fait baisser le coût d'une heure de vol. Donc à terme, la simulation effectivement coûte moins cher quand même que l'heure de vol. Mais ce n'est pas tellement l'aspect que nous recherchons au départ, nous cherchons aussi surtout un aspect de disponibilité. C'était pour améliorer la qualité de l'enseignement qui était dispensé en école. Donc la simulation apportait une plus-value pédagogique par rapport au vol réel et permettait de mettre les stagiaires dans des situations que l'on ne rencontrerait que très rarement en vol. Je pense aux exercices de panne, mais pas uniquement. La simulation tactique que vous verrez tout à l'heure, c'est la même chose, permet de densifier le champ de bataille, ce que l'armée de terre ne peut plus faire actuellement en exercice. Ça coûterait trop cher de mettre tous les moyens sur le terrain. La simulation permet de mettre les stagiaires dans des situations tactiques avec un environnement d'infanterie, de cavalerie, de drones, d'armée de l'air, ainsi de suite, qui est généré par l'ordinateur, par la simulation, et permet de donner une charge de travail aux pilotes qu'ils retrouveraient dans la réalité en cas de conflit. En fin de journée, le colonel Dias me propose, sur un simulateur très simple, un aperçu de son utilisation dans le cadre de l'enseignement du combat. Ici, vous êtes aujourd'hui sur une séance d'instruction niveau chef de bord, avec en place gauche un stagiaire qui en fait a déjà 7 ans d'expérience en tant que pilote, avec des opérations derrière lui également, et qui lui vient en fait apprendre à commander un appareil et à remplir une mission avec son système d'armes et toutes les procédures radio, et également apprendre un petit peu à s'organiser à bord, y compris dans l'urgence quand on est sous le feu. Voilà. Bien entendu, on ne s'arrête pas au simple travail au sein de l'équipage. Il y a aussi un travail qui peut s'effectuer avec des troupes au sol, en particulier, puisqu'on fait également de l'interarme dans ces phases d'instruction. Alors comment on va travailler? Sur la place droite, vous allez avoir en fait le moniteur, qui joue à la fois le rôle du pilote, mais qui bien entendu fait des petits arrêts sur image quand c'est nécessaire pour corriger l'élève quand il effectue une mauvaise action. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'également à la fin d'une séance, non seulement on peut stopper la séance quand on le souhaite, mais à la fin d'une séance, on peut reprofiter du système pour faire ce qu'on appelle de l'analyse après action et lui montrer aux stagiaires en fait toute la partie enregistrée, puisqu'on peut enregistrer à la fois les voix, mais également le vol, soit l'image sur cet écran, soit de la cartographie, pour lui montrer ses erreurs et le débriefer en fait à chaud sur ses erreurs. Voilà, donc c'est en général une sanction immédiate, puisqu'il n'y a pas trop d'équivoque possible, puisqu'on voit la sanction tout de suite. Voilà. Alors en place arrière, vous avez un animateur qui est également un instructeur, qui se rajoute à l'instructeur vol. Donc lui va en fait avoir à suivre un scénario et le modifier à chaud en fonction du degré de difficulté auquel est confronté le stagiaire. On peut diminuer cette difficulté, ou au contraire l'augmenter si les actes qu'on veut lui faire restituer sont déjà acquis. Après avoir remporté le premier défi de l'introduction de l'hélicoptère au cœur même du champ de bataille, l'armée française honore l'audace de ses glorieux aïeux en garantissant au sein de notre système d'armes la pérennisation de cet incomparable vecteur égalisateur apte à combler les reliefs, les distances
ainsi que les asymétries les plus flagrantes de rapports de force au sol. Si le professionnalisme des personnels de la LAT et leur inlassable capacité à se remettre en question expliquent en partie la part prépondérante du budget de l'armée de terre toujours accordée à l'hélicoptère, c'est la polyvalence de cet engin qui plaide en définitive pour son maintien au premier plan. Apte aux missions de reconnaissance, de transport, d'appui-feu ou d'assistance en tout lieu, l'hélicoptère restera, à n'en pas douter, l'un de nos meilleurs atouts pour répondre à la multiplicité et l'imprévisibilité des menaces qui ne manqueront pas de se présenter à l'avenir.